13h à Edeyas, dans le département de la Sanaga-Maritime. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue au journal de la mi-journée sur Canada International. Au sommaire, la reconstitution du meurtre de Marie-Cécile à Bojangor dans l'arrondissement de Douala 4e se fait en ce moment. Le meurtrier Zafak Edouard est revenu sur ses pas avec les éléments de la gendarmerie. Rattrapé 3 jours après son forfait, il sera déféré immédiatement après la descente à la prison centrale de Nubel. La situation c'est Cox dans le nord, résurgence du choléra dans la région. Après 5 mois d'accalmie, entre mars et avril, 4 morts et 24 suspects enregistrés. Les autorités sanitaires ont engagé les mesures de prévention et d'assainissement sur le terrain. Ce journal avec cet élément sur la santé pour dire que la résurgence du choléra dans la région du Nord après plus de 5 mois d'accalmie est constatée entre mars et avril. 4 morts et 24 cas suspects ont été enregistrés. Les autorités sanitaires de la région ont engagé des mesures visant à prévenir et à assainir le terrain. Lil Pidjou et Luciano nous parlent de cet élément. 4 morts de suite de choléra dans la région du Nord Cameroun. Entre mars et avril, 21 cas suspects ont été enregistrés à Pitoa, dans le département de la Benue. Décidément, le choléra trouve terrain fertile dans cette partie du pays. Chez nous ici, les gens utilisent de l'eau des rivières, des eaux des puits. Donc c'est ça qui fait que chaque fois on a ces problèmes-là. Parce que d'habitude on se disait que le choléra ne venait que pendant la saison de pluie. Mais ça nous surprend quand le choléra survient en mars. Cette résurgence de l'épidémie pourrait perdurer avec l'absence de latrines dans les concessions obligeant les populations à déféquer à l'air libre. Des comportements fustigés par le gouverneur Jean-Eddy Abaté. C'est d'abord ça la base aussi de pouvoir éviter la défécation à l'air libre et de changer de comportement pour que l'hygiène soit un mode de vie pour l'ensemble des populations. Pour l'heure, le personnel de santé renforce le dispositif pour le respect obligatoire des règles d'hygiène. Hier, par exemple, nous étions en train de faire des caravanes motorisées, des caravanes de sensibilisation avec une distribution des messages au passage pour dire aux communautés non à la défécation à l'air libre, oui au lavage systématique des mains et oui à la potabilisation et à la conservation de l'eau potable. Le retour du choléra inquiète les autorités administratives et sanitaires, surtout qu'il intervient en saison sèche, un moment où on s'y attend le moins dans cette partie du pays. La région du Nord est la plus infectée par le choléra, devant l'extrême nord et le centre. Comme on vous l'annonçait en titre, la reconstitution du meurtre de Marie-Cécile à Bojangor, c'est dans l'arrondissement de Douala 4e, se fait en ce moment. Le meurtrier, Zafak Edouard, est revenu sur ses pas avec les éléments de la gendarmerie, rattrapé 3 jours après son forfait. Il sera déféré immédiatement après à la prison centrale de Nubel. Et sur le terrain actuellement se trouve Julio Trésor-Tanon qui revient sur cette mise en scène. Nous sommes devant la brigade d'air de Bonabéry 2 dans l'arrondissement de Douala 4e et nous revenons du terrain où la reconstitution du meurtre de Marie-Cécile a été faite ce matin en compagnie du procureur de la République et les éléments de la gendarmerie. Le nommé Zafak Edouard a tout simplement expliqué un tout petit peu comment il a procédé pour tuer sa concubine la semaine dernière. Il dit avoir frappé sur la tête avec une machette à 2 reprises quand il est arrivé aux environs de 2 heures et il a acheté 2 litres d'essence qu'il a ensuite aspergé dans la maison avant d'y mettre le feu. C'est un Zafak qu'on a d'abord vu au début de la reconstitution très stoïque, très ferme, mais après il a coulé en larmes, il s'est dit très désolé de ce qui s'est passé, il a regretté son acte, mais qu'à cela ne tienne, il sera déféré d'ores et déjà. Depuis quelques heures, on nous a fait savoir qu'il va être déféré au niveau de la prison centrale de Nubel. Les enquêtes suivent leur cours, mais toujours est-il, d'après certaines informations que nous avons recueillies, s'il est jugé coupable, il risque même la prison à perpétuité. Depuis Bonabéry, Yasser Trésor-Tanon pour Canada International.
Merci Trésor Tanon. Nous revenons avec plus d'amples détails dans les éditions qui vont suivre. La situation sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest préoccupe à plus d'un titre. Sans être invité sur la table des travaux de la session du Sénat, la question a ravi la vedette à plus d'un sujet suite à la surprenante sortie du doyen d'âge, le Tif Moukete. Patrick Christian Dobo et Guy Fosso ont analysé cette sortie pour nous. Le 5 avril dernier, le sénateur Fon Moukete a mis sur la sellette ce qu'il considère comme tard dans la gestion de la crise sociopolitique dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Une prise de parole musclée et inhabituelle qui appelle au fédéralisme à 10 États et qui ne surprend pas certains acteurs politiques. Je pense que c'est la deuxième fois qu'il fait. La première fois, avant la fin de son mandat, il avait écrit. Je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment bien placé pour parler de l'expérience de l'unification. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est lorsqu'il dit le type de fédération qu'il faut ici, c'est fédération à 10 États. La démarche du doyen d'âge du Sénat, qui crie à l'échec du système actuel de gouvernance, est loin de mettre d'accord dans sa forme tous ses camarades au sein du parti au pouvoir. L'avantage que le doyen sénateur a, c'est qu'il peut saisir son camarade président national pour poser le problème. Et le débat peut aller maintenant dans un cadre formel. Quand on a bâti un empire et que les enfants et les petits-enfants sont assis, on se pose la question de savoir pourquoi cette sortie tardive. Plus que la forme, certains acteurs voient dans la sortie du sénateur Moukete un ralliement aux idéaux de la tripartite de 1991 qui reste d'actualité face aux questions actuelles de développement. Avec cette sortie du sénateur Moukete, nous nous rendons tout simplement compte que beaucoup de doyens de la zone anglophone qui ont travaillé avec la République à leur fin de carrière ont souvent l'habitude de décrier. On a trouvé un consensus à la réunion tripartite. Ce que nous nous demandons à l'UDC, c'est de l'appliquer. C'est de l'appliquer et puis vous allez voir que tout le monde sera satisfait parce que ça a été discuté à la réunion tripartite. Un an après sa précédente sortie dans les colonnes du magazine Jeune Afrique en février 2018, cette nouvelle prise de parole du Paramount Chief du peuple Bafo dans le Sud-Ouest met une couche supplémentaire sur l'urgence qu'il y a de résoudre les tensions sociopolitiques et sécuritaires dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. La suite des informations du journal de la mi-journée sur Canada International, c'est avec notre bureau de Yaoundé où nous attend Delphine Foncourt. Bon après-midi Delphine Foncourt. Bon après-midi, mesdames, messieurs. Bon après-midi. Les fuites fiscales en Afrique sont depuis hier au centre d'un atelier de formation des journalistes africains. Le continent noir perd de centaines de milliards chaque année. Et le rôle du journaliste d'investigation est mis en exergue pour informer l'opinion publique de ces pratiques des multinationales. La 5e édition est organisée par le Centre régional africain pour le développement endogène et communautaire sous la supervision du réseau pour la justice fiscale. Je vous propose au sortir de ce séminaire d'écouter le directeur général du CRADEC, Jean Balambala, qui s'exprime au micro de Brown Kamga et Samuel Bonis. D'accord. Monsieur Bala, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui a justifié l'organisation de cet atelier? Ce qui justifie l'organisation de cet atelier, il faut dire que c'est la 5e édition. Et cet atelier est un programme phare du réseau pour la justice fiscale qui est basé à Nairobi et dont le CRADEC est membre. Programme phare dans ce sens que les flux financiers illicites constituent un phénomène global, international, et l'Afrique s'en est saisie à travers un certain nombre de décisions. Je vais évoquer ici la déclaration des chefs d'État africains en 2015 à la suite du rapport publié par l'équipe, le groupe de haut niveau de Thabo Mbeki. Donc les chefs d'État se sont engagés à lutter contre les flux financiers illicites et ont interpellé tous les acteurs de la société du continent, parmi lesquels les acteurs de la société civile. Donc le réseau a pris cela comme étant une interpellation forte et en a constitué tout un programme. Et aujourd'hui, donc, nous organisons la formation des médias, des journalistes,
qui sont des acteurs stratégiques dans la diffusion de l'information, dans l'éducation des populations, dans le message de plaidoyer que les uns et les autres peuvent développer pour adresser la question des flux financiers illicites. Donc voilà pourquoi cet atelier est organisé ici. Le deuxième niveau, c'est que le CRADEC est membre du réseau, membre fondateur du réseau pour la justice fiscale en Afrique. Et en cet effet, nous avons pensé que le CRADEC ou alors le Cameroun pouvait accueillir cette 5e session pour densifier le message de lutte contre les flux financiers illicites au Cameroun, en Afrique centrale et pourquoi pas au-delà. Donc voilà les quelques raisons que nous pouvons avancer sur les motifs qui président sur l'organisation de cet atelier en ce moment. Alors cette 5e édition accueille combien de journalistes? Le concept de vivre ensemble exploré sous divers angles à Yaoundé, les membres de la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme étaient réunis hier à Yaoundé dans l'optique de penser des stratégies pour transformer nos différences en opportunités. Gislain Pierre Essonneau et Samuel Bonis nous en disent davantage. Le Cameroun a mal à sa société, le nord-ouest et le sud-ouest sont en crise. Une crise qui pose le problème de l'unité ou à contrario de l'union camerounaise. Depuis son déclenchement, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, on parle du vivre ensemble, mais la notion est différemment perçue selon les conditions sociales. La commission de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, mise sur pied, est premier au classement de cette ambiguïté. Et c'est bien là où commence le problème pour Peter Mafani Moussongue. Ce concept de vivre ensemble n'est pas très clair. Pour certains, c'est un idéal, pour certains, c'est vague. Nous pensons qu'il faut regarder profondément ce concept de vivre ensemble et lui donner une définition locale, acceptée par tous. À cette crise s'est ajoutée la vie post-électorale, avec la stigmatisation du tribalisme dans les groupes sociaux, mettant en difficulté la quête, cette vision et de ce rêve. Ici réunis à Yaoundé, les membres de la commission Moussongue et les experts s'attellent à explorer le concept afin de transformer les différences en opportunités. Ce qu'on peut attendre, c'est déjà de comprendre que pour vivre ensemble, il faut déjà être ensemble. Et pour être ensemble, il faut pouvoir parler ensemble de ce qu'on veut vivre ensemble. Cela implique beaucoup d'humilité, une grande capacité d'écoute et la volonté de s'oublier un peu pour valoriser autre que soi. L'instance consultative en la matière estime qu'il ne s'agit pas d'éliminer la culture du voisin, mais à négocier le cas échéant pour éviter la violence. Cela appelle à tenir compte de l'humain, du temps, de l'espace, du moment et surtout des modalités, pas de vivre ensemble dans l'adversité. Les artisans du quartier Tinga à Yaoundé étaient en joie hier. Ils ont reçu la visite, la toute première, du ministre des Petites et Moyennes Entreprises. Occasion pour ces derniers de poser sur la table les mots qui minent ce secteur entre manque d'espace approprié de recasement et complications douanières lors des exploitations. Les artisans attendent l'aide et l'accompagnement de l'État. Je vous propose d'écouter le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, le ministre Achille Basilican-III, dans cet extrait sélectionné par Brown Kamga. Nombreux sont ceux qui, avant, il y a quelques années encore, étaient au carrefour de l'intendance et qui estimaient que, ils vendaient davantage et qu'aujourd'hui, le fait pour eux d'avoir été ramenés sur ce site ne leur permet plus de vendre ou alors de faire des rentrées, comme ça a été le cas. Le gouvernement a pris l'engagement de parachever le travail de modernisation et surtout d'amélioration du centre international de l'artisanat de Yaoundé, de façon à ce que nous puissions leur offrir un instrument et un cadre de production, de commercialisation, qui répondent aux aspirations de la modernisation de l'artisanat camerounais. Et donc je suis venu leur porter ce message d'espoir, leur dire qu'en ce moment, on a ouvert un certain nombre de chantiers pour les accompagner et surtout dynamiser leur action pour que l'artisanat camerounais soit plus que jamais vibrant
et qu'ils répondent véritablement aux attentes qui sont ceux des consommateurs camerounais et étrangers qui s'intéressent à l'artisanat camerounais. Et ce soir, nous vous donnerons ample information sur cette visite du ministre avec les artisans au journal de 19h50. Et nous nous rendons tout de suite en sport. La mascotte des prochains Jeux universitaires est connue. Le cochon sera la vedette de cette 22e édition qui se déroulera dans la ville de Tiang. La vedette, ou alors la mascotte, a été dévoilée hier à Yaoundé. Alain Gislan Kanga et Bertrand Tagne nous en disent davantage. La grande vedette de la 22e édition des Jeux universitaires, c'est ce porc souriant aux couleurs du drapeau national, tenant dans ses mains des arbres pour rappeler avec force le message de paix. Choisi comme mascotte, il a été présenté hier à Yaoundé. C'est un porc humanoïde parce qu'il est paré de tous ses atours, les atours de la République, le drapeau de la République, mais également d'un chapeau assez symbolique qui est quelque peu l'incarnation des chefferies de l'Ouest. Vous voyez également dans le code sémiotique que le porc tient avec lui deux arbres de la paix. Le ministre d'État a tenu à ce que ce soit deux arbres parce que dans notre petite imagination, nous avions cru qu'un arbre suffisait, mais le ministre d'État a décidé que ce soit deux arbres. Et un porc qui avance avec un sourire exorbitant, comme pour nous rappeler que nous devions être un pays uni. Un pays uni, vivant dans la fraternité et la solidarité. Cette édition se tient dans la ville de Tian, sous le label Jeux de la dynamique collective. L'université de Yaoundé 1, cadre de cet événement de pré-campagne, s'est approprié le message de ce logo. Nous avons le devoir de vivre ensemble, de la paix, n'est-ce pas, et du dialogue. Nous allons retransmettre à tous nos athlètes, n'est-ce pas, ce message que l'université de Tian vient de nous transmettre pour qu'à Tian, nous soyons comme les enfants d'une même famille, les enfants d'une même mère, et que c'est cette solidarité, c'est cette paix, c'est ce mixage culturel qui soit en réalité le vrai vainqueur du jeu. Avant le début des Jeux prévus le 4 mai prochain, le fan club de l'université de Tiang a présenté une esquisse de la ferveur attendue lors de cette 22e édition. Et toujours en sport, le travail des jeunes de l'Académie nationale de football porte déjà des fruits. De retour du tournoi Semences olympiques, ils viennent de présenter les titres glanés lors de cette compétition au président du conseil d'administration de l'ANAFOOT. Issa Yatou salue les efforts de ses académiciens. Alain Gislan Kanga une fois de plus et Michel Foucault. On a le trophée vainqueur pour la catégorie des U13. Belle moisson des académiciens du pôle centre de l'ANAFOOT. Ils ont raflé les trophées du tournoi Semences olympiques dans les catégories de moins de 13 ans et 15 ans. S'adjugeant au passage les titres de meilleur joueur, meilleur buteur et meilleur gardien. Des résultats encourageants pour le président du conseil d'administration. Vous avez montré votre fin de compétition à travers des matchs auxquels vous avez participé avec des garçons. Vous avez lancé un cri, celui de multiplier des compétitions pour vous. Et nous avons bien reçu le message et nous ferons tout pour que vous soyez dans de meilleures conditions d'apprentissage. Des meilleures conditions d'apprentissage pour ces enfants qui cultivent déjà l'esprit de la gagne à chaque compétition. Ça s'est passé, c'était quand même dur de marquer parce qu'on affrontait d'autres adversaires qu'on ne connaît pas et ils étaient vraiment forts, mais on a pu gagner avec toute mon équipe. Cette belle performance est un plus pour les encadreurs qui n'avaient pas pour objectif premier de remporter des trophées, mais de faire une évaluation technique après 3 mois de formation pour les U13. Enjeu différent pour les U15. Eux, ils ont déjà plus d'1 an en formation. Je crois que quelque part, on commence à aller déjà dans la formation des équipes avec eux en insistant sur des principes de tactique et des principes de jeu. Donc quelque part aussi à ce niveau, on a pu remarquer qu'ils avaient de bons repères par rapport au jeu au poste, à l'occupation du terrain, sur le plan de la largeur et sur le plan de la profondeur. Donc avec eux, on commence à aller dans les principes de jeu pour un jeu structuré qui va être un jeu à 11.
Les jeunes académiciens, à l'occasion de la présentation de leur trophée, ont reçu des équipements d'un donateur pour leur formation. Et la suite des nouvelles de la mi-journée, c'est avec vous à Douala, Robert Chadidok. Merci Delphine Fonkou. Poursuivons justement les nouvelles de la mi-journée sur Canada International en allant dans la vallée d'une thème où la délégation départementale des transports sensibilise les conducteurs de voitures et de mototaxis sur la prévention routière et le sécurisme. Une sortie qui est consécutive aux nombreux accidents enregistrés à Ambam et ses environs. Moni Naossi et Nassi Senama nous reviennent de la vallée du thème. Des conducteurs de mototaxis en barbouche, sans casque, sans gilet d'identification et parfois même sans permis de conduire. Tout à côté, des véhicules en surcharge, des passagers assis les uns sur les autres. C'est le tableau de l'exercice du transport en commun dans la ville d'Ambam, département de la vallée d'une Thème, avec pour corollaire une récurrence d'accidents de la circulation. Pour pallier le problème, la délégation départementale des transports de la vallée d'une Thème sensibilise et forme les transporteurs, toutes catégories confondues, sur la prévention routière, le code de la route et les techniques de secourisme. L'objet de nos causeries, de nos discussions, de nos échanges avec les participants tournait autour de 4 principaux modules, notamment le risque routier et les comportements sur la route, la connaissance du code de la route, les comportements citoyens sur la route et des éléments de base du secourisme routier. Nous faisons face à de très grand nombre d'accidents et je crois que ces participants, chacun en rentrant, mettra en application les dispositions prises afin de réduire le taux de mortalité sur nos routes et pour une conduite responsable. Les enseignements qu'on a reçus aujourd'hui vont nous permettre de sensibiliser la population, les usagers de la route, pour éviter au maximum les accidents tragiques que nous voyons sur nos routes. Au terme de cet atelier qui a duré une journée, 35 conducteurs repartent formés avec la mission de relayer l'information chez leurs confrères. Reste à escompter que cette formation réduise les accidents qui endeuillent les familles dans la vallée d'une Thème. Le début des pluies donne le son de cloche aux cultivateurs. C'est le temps de s'aimer pour les agriculteurs en cette période. Eric Matane, notre correspondant, a suivi Alain Marius dans sa plantation. La saison des pluies est une période annonçatrice pour le début des travaux champêtres. Ici, là, nous, on attend beaucoup plus la saison pluvieuse pour lancer les activités. Et juste parce que on joue sur un fait. On a besoin d'une bonne productivité. L'agriculture étant le levier du développement est une activité très courue en zone rurale et l'on peut y trouver son compte. L'agriculture, c'est quelque chose que nous, on se dit que si on est encore jeune, si on a encore toute sa force, on peut se lancer, on peut trouver son compte. C'est quelque chose que si quelqu'un est patient, un jeune qui est patient, il peut trouver franchement son compte. Pour espérer avoir une bonne production, les semis doivent se faire après les premières pluies et ceci après une bonne préparation du sol. D'abord par un défrichage, on fait le choix du site, on passe par un défrichage. Après avoir défriché, si on doit passer par le labour, on fait le labour manuel ou si c'est le labour chimique, on fait un tour, on pulvérise avec l'herbicide, puis on procède au semis. Comme toute activité, les difficultés ne manquent pas. Comme actuellement, on a un sérieux problème, c'est l'inégale répartition, c'est le changement climatique beaucoup plus lié à l'inégale répartition des pluies. Si vous regardez bien ici dans la zone, on souffre énormément de pluie. Il y a un manque pas facile, les intrants sont chers et aussi le suivi. Il y a aussi les pestes qui évoluent de jour en jour. Chaque jour là, on a de nouvelles maladies. L'agriculture reste un secteur encore non prisé par les jeunes qui doivent s'y intéresser car l'avenir de demain passera par l'agriculture de seconde génération. Des fruits issus de ces champs sont de plus en plus exposés dans nos grandes surfaces à des prix semblables à ceux de nos marchés. Cette aubaine oriente plus d'un consommateur en quête de meilleures conditions d'hygiène vers ces supermarchés. Yvonne Katiken a fait un tour dans ce supermarché pour nous. On avait coutume de les voir sur les étals de fortune de nos différents marchés,
Mais de plus en plus, les produits agro-pastoraux gagnent du terrain dans les centres commerciaux. Les élites qui viennent dans les supermarchés, parce que quand on regarde, les prix sont sensiblement pareils. Donc, tu vas au marché, tu es au soleil, au supermarché, tu as la clim et tu as les mêmes prix. Parce que tout le monde est... Supermarchés et hypermarchés cèdent leurs rayons aux produits issus de nos plantations. Ici, chez l'Altrium, au supermarché de Spark, nous rencontrons d'ailleurs un fournisseur de produits champêtres. Les produits dont je sollicite livrer dans ce grand magasin viennent directement de mes plantations de l'ouest du Cameroun en général. Tout y est. Fruits, légumes, féculents. On peut apprêter le nécessaire pour le déjeuner et le dîner chez Carrefour. Étienne est un gérant d'entreprise. C'est un client du supermarché Sawa Food Market à Bonamoussadi. Ils sont moins chers. Ça, c'est une remarque que j'ai faite ici. Et bon, par rapport aussi à mon poids, c'est une aubaine pour nous autres. Ici, les produits sont bio. Les féculents et les fruits issus des plantations. Les légumes, quant à eux, sont protégés d'ailleurs par cette grume qui permet de conserver la fraîcheur. À Sawa Food Market, il est essentiellement question de faire son marché dans un cadre sain, avec des particularités les unes différentes des autres. Si au marché on vous donne le goûter, ici ça s'appelle la dégustation. Et ce matin, nous n'avons pas boudé le plaisir de déguster les fruits bio de ce supermarché, qui offre d'ailleurs des produits avec une rigueur dans le conditionnement, qui respecte les règles d'hygiène et de salubrité. À l'étranger, Omar El-Béchi n'est plus président du Soudan. La chute de cet homme qui est arrivé au pouvoir après un coup d'État en 1989 a plongé le pays tout entier dans une immense joie. Plus de précisions avec nos confrères de BBC. C'était une matinée tendue. Tout d'abord, les militaires ont pris le contrôle des ondes de la radio et de la télévision d'État pour avertir cette nation de 41 millions de personnes qu'une déclaration importante allait être diffusée. Et tout de suite après, une musique patriotique. Des milliers d'habitants de Khartoum ont chanté « Le régime est tombé » alors qu'ils inondaient la zone autour du quartier général de l'armée. Après 6 jours consécutifs de protestation, ils ont promis de ne partir que si le président démissionnait. À quelques minutes de l'annonce, leur détermination était au maximum. La manifestation restera en place jusqu'à ce que le peuple soudanais ait l'assurance que sa révolution ne lui sera pas volée. Voir Béchir se retirer nous suffit. Oh nos jeunes, c'est une si grande joie. Cette révolution appartient à la jeunesse. Notre jeunesse est vigilante et le monde entier peut être fier de notre pays. L'armée soudanaise contrôle désormais les rues et les ponts de Khartoum. Mais les manifestants peuvent toujours se déplacer. Cette annonce a fait exploser de joie le pays tout entier. 30 ans après le coup d'État qui l'a amené au pouvoir, El-Béchir s'en va par la force du peuple. Omar El-Béchir, une figure qui a dominé la politique soudanaise depuis les 3 dernières décennies, une figure controversée chez lui et provocatrice à l'étranger. L'ancien parachutiste est venu au pouvoir par un coup d'État en 1989. Son pays connaîtra la guerre pendant une grande partie de son règne, avec notamment la longue guerre civile entre le nord musulman dont il est originaire et les rebelles dans le sud, principalement chrétiens et animistes. L'autre guerre, c'est celle qui a déchiré le Darfour. Là-bas, des groupes ethniques non arabes se plaindront d'être marginalisés. Cette guerre coûte la vie à des centaines de milliers de personnes et El-Béchir est recherché par la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Béchir se défend en contestant la légitimité de la CPI. Ce tribunal est politisé, avez-vous vu? Cette masse qui est venue m'accueillir à mon arrivée dans le Darfour, ce sont les mêmes personnes contre lesquelles j'aurais commis, selon leurs accusations, un génocide et nettoyage ethnique. C'est pour cela que je défie le tribunal et continue de voyager librement à travers le monde. La guerre entre le Nord et le Sud prend fin en 2005 suite à un accord de paix. Le Sud fait sécession et proclame son indépendance 6 ans plus tard. Khartoum paie cher cette sécession puisqu'il perd la plupart de ses champs pétroliers. Il conserve néanmoins le contrôle des raffineries du Nord, mais l'économie du pays en prend un coup dur. La hausse des prix du pain et du carburant et les pénuries de devises qui vont s'en suivre poussent la population dans la rue.
Initialement, les manifestations sont étouffées, souvent brutalement, par les forces de Béchir. En décembre dernier, elles prennent de l'ampleur quand les associations professionnelles se mobilisent et se joignent au mouvement. Au bout du compte, Béchir, cette figure dominante de la politique soudanaise tombe, mais son système reste enraciné, ce qui fait penser aux manifestants que la révolution est peut-être encore inachevée. C'est avec ces informations du Soudan que nous mettons un thème à cette édition de la mi-journée sur Canada International. Merci de nous avoir prêté vos yeux, vos oreilles et surtout votre attention. Bon début de week-end à tous. Au revoir.